Très bien, mais bonjour à tous, bienvenue pour cette petite pause déj que je vous espère pas trop indigeste et surtout intéressante en termes de contenu. Donc, je suis Florence Morisseau, je suis kinésithérapeute à Niort dans un pôle pluridisciplinaire. Et j'ai deux spécialités qui finalement se rejoignent et sont assez proches l'une de l'autre, au moins d'un point de vue intellectuel. C'est-à-dire que je suis enseignante pour la méthode McKenzie et je suis enseignante pour la Clinique du Coureur, qui est un organisme de formation qui fait la promotion des bonnes pratiques en termes de traitement et de prévention des blessures. Donc c'est à ce titre-là que je vais vous parler aujourd'hui du secret dans le traitement et la prévention des blessures. Alors que je retrouve les barres d'outils. Alors en fait, pour commencer, je voulais débuter par une introduction, nous resignalant qu'en fait l'évolution de l'homme et selon Bramble et Lieberman, qui sont deux anthropologues de Harvard, notre espèce a survécu grâce à ses qualités, notamment de coureur en endurance. En effet, il n'y a pas un animal sur le règne de la planète qui a les mêmes qualités que nous en termes de course en endurance, et tout ça simplement par le fait que on a des capacités à réguler notre température corporelle qui nous permet de pouvoir courir et de pouvoir ne pas tomber en coup de chaleur comme pourrait le faire l'animal. Donc, je vous rassure tous, on ne peut pas se suicider en courant. Pour ça, certains nombres d'adaptations sont apparues lors de notre évolution. En l'occurrence, nos bras se sont raccourcis, nos jambes se sont allongées, les orteils sont un petit peu plus courts et parallèle, on a un tendon d'Achille qui est particulièrement fuselé et un volume fessier qui nous permet de nous propulser vers l'avant. Pour autant, on peut toujours se poser la question si notre évolution va toujours dans la bonne direction. Et même si nombreux d'entre vous connaissez cette photo-là, une autre un petit peu plus trash nous est apparue. Il paraît qu'elle vient un petit peu plus des États-Unis, mais en même temps, il paraît aussi qu'on est assez fort pour leur ressembler et parfois pas toujours pour des bonnes raisons. Alors en effet, on est face aujourd'hui à un problème social qui reconnaît que notamment en Amérique du Nord, 60% des Nord-Américains sont en état d'obésité. Alors face à ça, qu'est-ce que propose l'OMS? L'OMS propose de faire la recommandation de 30 minutes d'activité par jour, d'activité modérée, 5 fois par semaine, pas par jour tout à fait, 5 fois par semaine. Et 30 minutes, souvent les gens disent oui, mais 30 minutes, j'ai pas le temps, tu te rends pas compte, dans une journée, qu'est-ce que ça représente? Mais ça représente que 30 minutes sur 1440 minutes dont est faite une journée. Donc peut-être qu'on peut se dire que, vu sous cet angle-là, on peut peut-être trouver quelque chose pour améliorer et prendre le temps pour notre santé. Alors, un moyen assez facile d'assouvir ces 30 minutes d'activité modérée, c'est de courir. Pour courir, on n'a pas besoin de grand-chose, on a besoin d'une paire de baskets, on va voir dans quelle mesure et sur quelles recommandations éventuellement on pourra en parler après. On a besoin d'une tenue de sport et on a besoin de personnes pour aller courir sur la pause déjeuner, pour aller courir le soir, pour aller courir très tôt le matin. Bref, c'est une activité qui est vraiment accessible à tous et relativement facile à s'accaparer. Le problème, c'est qu'on est fait pour courir, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Pour autant, une personne sur deux se blesse dans sa première année de pratique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a pris conscience de l'enjeu en lien avec sa santé quant au fait de courir, démarre un programme de course à pied et on sait que s'il se blesse même dans les 6 premières semaines, il y a de grandes chances pour qu'il arrête définitivement. Donc, on est face quand même à des proportions de blessures qui sont énormes pour un sport sans contact. Donc, qui est vraiment anormal en termes de prévalence. Alors, en réponse à tout ça, on a l'industrie de la chaussure de sport en général, qui représente un marché de 85 milliards de dollars par an, sans aucune soutenance scientifique. Alors, quand je vous disais que la blessure, c'est finalement une normalité, j'ai quand même essayé d'alimenter un tout petit peu mes propos et je voulais vous parler notamment de cette étude qui est une méta-analyse en fait, qui est une revue systématique avec une méta-analyse qui a passé en revue tous les articles qui parlaient de la prévalence de la blessure par 1000 heures de course à pied. Alors, il y avait 815 articles, 13 ont été inclus et donc les blessures par 1000 heures
allait de 2,5 dans une étude chez les athlètes de longue distance sur piste ou hors stade à un maximum de 33 blessures par 1000 heures, notamment dans une étude chez les sujets novices. Donc globalement, on est dans des proportions extrêmement importantes de blessures qui vont de 17% chez les novices à 7,7% globalement, en moyenne, chez les coureurs qui sont plus expérimentés. Mais même 7,7% chez des coureurs expérimentés, ça reste quand même extrêmement élevé quand on parle d'un sport sans contact et sans beaucoup de contraintes mécaniques finalement. Donc, ce lourd constat nous amène notamment à s'intéresser aussi à d'autres études comme celle de Nielsen qui s'est amusé à regarder un groupe de coureurs novices. Et quand je vous dis que c'est vraiment important de faire attention au démarrage d'un programme de course à pied et que je pense que nous, en termes de partenaires, acteurs de la santé, on a un rôle extrêmement important à jouer quant à la sécurisation du démarrage d'un début de pratique. C'est que sur 933 coureurs qui étaient inclus dans cette étude-là, 254 se sont blessés, donc bon, on reste dans les stats, mais la moyenne pour récupérer de jours était extrêmement importante. C'est-à-dire que pour la moyenne, c'était 71 jours qu'il leur fallait pour récupérer. Il y avait la moitié des blessés qui étaient incapables de courir 2 fois 500 mètres à bout de 10 semaines post-blessure. Donc là encore, on est vraiment dans des prises de conscience qui font un petit peu froid dans le dos et certains mettaient plus de 600 jours pour récupérer. Donc autant dire que eux, ils avaient complètement et définitivement arrêté d'imaginer pouvoir favoriser une meilleure santé via la course à pied. Donc des fois, on peut se poser de la question si on fait pas fausse route pour rester poli. Alors, où est-ce que les gens se blessent? Où est-ce que les coureurs se blessent? Si on prend un marathonien, ces blessures elles vont être essentiellement liées aux contraintes de son entraînement. En effet, quand on est marathonien, il faut absolument courir quand même un certain nombre de distances, il faut avoir un certain nombre de volumes. Donc, le patient va plutôt se blesser, le coureur va plutôt se blesser sur des pathologies dites de répétition. Alors, les pathologies de répétition, c'est syndrome fémoro-patellaire, c'est une bandelette iliotibiale, le fascia palpitaire, parce que malgré tout, le marathonien, il a aussi des séances avec de l'intensité, c'est-à-dire avec des changements de rythme, avec un travail de la vitesse, où là, on peut aussi avoir des blessures qui vont être plus distales, en lien avec la charge liée et impliquée par les activités de vitesse. Donc, tendinopathie d'Achille. Le syndrome de stress tibial-médial, c'est la périostite. Et puis, tendinopathie patellaire, là, toutes ces données-là, elles sont issues d'une étude de Lopez. Et très honnêtement, la tendinopathie patellaire, moi, je la vois pas tellement souvent chez les coureurs à pied. On voit beaucoup plus de syndrome fémoro-patellaire que de tendinopathie patellaire proprement dit. Qu'est-ce qui diffère chez le demi-fondeur? Le demi-fondeur, lui, il fait beaucoup plus de vitesse. Il a une activité qui est beaucoup plus courte, donc avec beaucoup plus d'intensité. Donc lui, il va avoir plutôt des blessures distales sur des structures qui sont particulièrement sollicitées lors de l'intensité. Donc lui aussi, pour avoir une périostite, tendinite d'Achille, fasciite plantaire, la fracture de stress tibial, qui est ni plus ni moins que la continuité de la périostite. Alors, les deux ont une histoire naturelle qui est extrêmement favorable quand il s'agit de la crête tibiale postéromédiane, mais on sait que forcément, on aura un traitement un tout petit peu plus conservateur quand on aura passé le cap de la fracture de stress. On peut aussi avoir des fractures de stress des méta et des syndromes fémoro-patellaires éventuellement. Et une autre pathologie qui me tient à cœur et dont j'ai aussi un petit champ d'expertise à ce niveau-là, c'est des lombalgies. En fait, le demi-fondeur, dans la mesure où il va chercher beaucoup plus loin dans son amplitude de course, il peut être plus sujet aux lombalgies et notamment s'il n'a pas une ouverture de hanche suffisamment importante. Alors, vous savez que pour aller vite, il faut avoir un pas postérieur, il faut avoir notamment une extensibilité du droit antérieur et du psoas importante. Et le patient ou le coureur qui n'a pas assez de capacité-là, forcément, il va prendre un petit peu plus d'extension dans les lombaires et potentiellement s'irriter aussi au niveau lombaire.
Le débutant, alors le débutant, il peut se blesser partout, mais on a quand même des blessures qui sont assez spécifiques du débutant. La périostite, c'est une blessure spécifique du débutant. Le syndrome fémoro-patellaire, tendinopathie d'Achille, fascite plantaire aussi, fracture de stress tibial bien évidemment, et une pathologie particulièrement spécifique du débutant qui va avec un trio McDo que je vais vous décrire dans un instant. C'est le syndrome du compartiment chronique, le syndrome chronique du compartiment antérieur, c'est-à-dire le syndrome des loges. Le syndrome des loges, c'est une adaptation entre le contenant, donc la loge antérieure, et le contenu, le tibial antérieur, qui fait qu'on va avoir des syndromes vasculaires. Alors pourquoi je vous disais c'est un peu le trio McDo? Tout simplement parce que c'est en lien avec souvent le fait de débuter, avoir une très faible cadence, avoir un grand déplacement vertical, une attaque talon au sol hyper importante. Et puis si on veut rajouter le caramel sur le sundae, on peut même dire des grosses chaussures avec. Donc ça, typiquement, c'est une pathologie qui ne va pas rentrer dans la prise en charge telle que je vais vous la décrire après, et vous n'allez pas utiliser le secret sur le syndrome des loges. D'emblée, dans le syndrome des loges, c'est une pathologie en lien avec la biomécanique. Il faut changer la biomécanique. Soit on la change de façon subtile, en changeant l'interface entre le pied et le sol, soit on la change de façon un petit peu plus cavalière en induisant un changement corticalisé. On pourrait changer sur qu'est-ce qui est le plus durable ou le plus sécuritaire. En tout cas, ces gens-là, il faut changer la biomécanique. Et puis, le débutant, il peut aussi avoir des lombalgies. L'ultra-trailer, il a des pathologies qui sont très spécifiques en lien à la fois avec sa préparation. Forcément, il fait quand même un peu de volume, mais il fait aussi beaucoup de rando-courses. Donc, finalement, il a des contraintes qui sont très variées. Et puis, dans sa course en elle-même et dans son objectif, on a des contingences en lien avec la durée qui offre des pathologies quand même vraiment différentes. Et puis, il faut quand même savoir que l'ultra-trailer, il va pas s'arrêter, et notamment dans un trail, dans un ultra, les raisons pour lesquelles on abandonne, c'est rarement une problématique musculo-squelettique. Les premières raisons, et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pourront y pallier, et notamment faire de la prévention à ce niveau-là, c'est le fait d'avoir des ampoules, c'est le fait de ne plus avoir de peau sur le pied, et à ce moment-là, tu peux juste plus marcher. Donc, vraiment, l'environnement du pied. Et puis, la deuxième raison d'abandon, c'est l'incapacité à se nourrir. Donc, c'est des gens qui vont ne plus pouvoir boire, ne plus pouvoir manger et être pris de crises de vomissement importants. Donc, ceux-là vont plus pouvoir finir leur ultra. Sinon, finalement, il n'y a pas de grosses pathologies musculo-squelettiques qui vont faire arrêter. Bien évidemment, les ultra-trailers vont finir dans la douleur, mais d'un point de vue patho, ils vont réussir à faire avec. On va quand même retrouver des pathologies très spécifiques, comme la bande deltiotibiale, les problématiques de dorsifléchisseur de cheville, c'est beaucoup de cheveux là, en lien avec le fait qu'on va marcher beaucoup, syndrome fémoro-patellaire, tendinopathie d'Achille, tendinopathie patellaire, syndrome de stress tibial médial. On peut un peu tout avoir chez l'ultra-trailer. Et puis, il y a des pathologies de hanche aussi en lien avec le fait qu'il va être exposé à beaucoup de flexions de hanche, notamment en fonction des terrains. Et je pense par exemple à celui qui monte le bloc quand on est quand on quitte Sillaos, à La Réunion, bien évidemment, on a des fois des marches qui font qu'on arrive en abutement de flexion de hanche, et ces abutements répétés, si on n'y est pas habitué, peuvent déclencher des lésions et de la douleur. Alors, on a fait un petit état des lieux, toutes les blessures du coureur. Maintenant, pourquoi il se blesse? C'est la grande question. Alors, en fait, ça, c'est vraiment la slide qui va être la plus importante à retenir dans notre présentation. C'est que finalement, le corps s'adapte dans la mesure où le stress qui lui est appliqué n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. Il faut vraiment avoir en tête que notre physiologie est incroyable. Et j'ai souvent à cœur de dire aux gens, vous ne croyez pas que si on n'avait pas des capacités d'adaptation hors pair, il n'y aurait plus personne sur la planète? Entre ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit et la sédentarité qui tue plus que le tabac, l'obésité et le diabète réunis, si notre corps n'était pas adaptable, on serait plus nombreux à parler autour d'un webinaire à 12h30. Alors, la première cause des blessures, c'est bien évidemment la maladaptation. Cette maladaptation, c'est un déséquilibre entre la charge
de travail, la charge d'entraînement, c'est-à-dire la vitesse, le volume, le dénivelé. Alors, c'est une slide québécoise, hein, donc on va parler de souliers de course. J'ai changé dernièrement mes chaussures. J'ai décidé de changer ma technique de course et en plus d'y penser, etc. Donc, une désadaptation entre un changement de la charge et puis la capacité à supporter des contraintes. C'est-à-dire que soit je peux avoir une augmentation de la charge à laquelle j'étais pas habituée, soit je peux avoir une diminution de ma capacité qui peut être produite par un repos prolongé, le stress, le fait d'être anxieux, de pas bien dormir, de pas bien manger, etc. Qui vont finalement, si on imaginait un seau qui représente ma capacité et un robinet avec de l'eau qui coule qui représente la charge, qui fait que le seau rétrécit, donc forcément, il arrive plus vite à déborder et ça fait le siège de la blessure. Alors, bien évidemment, en course à pied, 80% des blessures sont en lien avec cette désadaptation, charge et capacité. Et ça correspond à des erreurs d'entraînement. C'est la personne qui veut aller trop vite, trop fort, trop tôt. C'est je commence à courir, dans 6 mois, je fais un marathon en montagne. Ou je commence à courir et d'emblée, je cours 5 fois par semaine, une demi-heure en endurance fondamentale. Et puis même, allez, je rajoute un petit peu de travail de vitesse parce que je viens de rentrer dans un club et on m'a dit qu'il fallait faire de la vitesse. C'est souvent des erreurs d'entraînement juste par péché de bonne volonté, en fait. On veut faire bien, on veut s'améliorer et en fait, on va trop vite, trop fort, trop tôt. Et puis, bien évidemment, on pourra avoir aussi des causes intrinsèques comme la décision de changer de biomécanique, comme une problématique musculaire, comme une fragilisation des tissus en lien avec une pathologie ou un problème systémique, comme le fait d'être fatigué, d'être stressé. Ça, c'est des facteurs intrinsèques qui peuvent aussi causer la maladaptation. Et puis, on a des facteurs extrinsèques qui peuvent eux aussi être à la source d'une maladaptation, qui peuvent être un changement de chaussure, de surface. Imaginez un coureur new-yorkais qui du jour au lendemain va travailler sur Grenoble et puis il y a un terrain de jeu qui n'a plus rien à voir et il n'était pas du tout habitué à courir en montagne. D'un seul coup, il s'éclate en montagne, sauf que c'est trop vite, trop fort, trop tôt. Ça fait le siège des blessures aussi. Et puis, il y a 2 petites choses aussi à prendre en considération. C'est la médication. En effet, la médication peut être un facteur extrinsèque qui peut être pourvoyeur de blessures. On sait que certains antibiotiques, notamment les fluoroquinolones, peuvent être responsables de pathologies de type tendineuse, sont des tendinotoxiques. Et puis on sait aussi que certains médicaments, notamment comme des hypotenseurs, peuvent augmenter le risque de rupture du tendon d'Achille dans des hauts de ratio qui sont vraiment importants. De l'ordre, dans une étude de Ninsonen, c'était de l'ordre de 7 fois plus de chances de se rompre un tendon d'Achille quand on est sous hypotenseur. Donc vraiment savoir quand on a des patients coureurs, de faire un peu attention aussi à la médication parce qu'elle peut être préjudiciable et peut être à l'origine de maladaptation, en tout cas de tissus qui auraient été sous une emprise tendinotoxique médicamenteuse. Alors, ce que je vous disais, dans un but de prévention, il va falloir créer de l'adaptation. Et pour pouvoir créer de l'adaptation, il faudra surtout enrayer les erreurs d'entraînement, c'est-à-dire faire la promotion de la progressivité. Alors, bien évidemment, il faudra, si on est face à des facteurs intrinsèques ou à des facteurs extrinsèques, il faudra aussi y être attentif. Mais aujourd'hui, on va essentiellement se concentrer sur le fait d'être progressif, sur le fait de promouvoir l'adaptation, parce que je vous disais, c'est 80% des blessures en course à pied. Donc, si déjà on a des moyens et des outils pour réguler et traiter et prévenir 80% des blessures, on aura déjà fait un bon job. J'espère que je perds personne. J'espère que tout le monde est toujours avec moi. Tout le monde a l'air là, c'est bon. Ouais. Bon. Oui. Si jamais il y a des questions qui te semblent pertinentes dans le back-office, n'hésite pas à m'interrompre. Écoute, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas. Oui. Surtout, soyez très libre de poser des questions. On me les renverra et du coup, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre si c'est dans le domaine de mes compétences.
Alors, je trouve que terminer une grosse introduction en citant Nietzsche, ça le fait quand même. Et je trouve que c'est quelque chose qui va bien avec notre pratique et notamment la course à pied. C'est que le plus grand ennemi de la vérité, c'est pas les mensonges, mais c'est les convictions. Et en course à pied, on a des tas de convictions, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur l'hydratation, que ce soit sur les étirements, que ce soit sur plein de choses. On a des tas le chaussage, on a des tas de convictions. Et c'est en ça que la clinique du coureur a comment dirais-je, une vraie approche singulière, c'est que au-delà de se baser sur les convictions, on va essayer de se référer à ce que nous dit la science pour s'approcher au maximum de la vérité. Alors, vous savez, la science, c'est pas la vérité, mais par contre, c'est une tentative d'approximation de celle-ci, et je pense que c'est plutôt intéressant de pouvoir faire des recommandations basées justement sur ce que nous dit la science. Alors, j'ai une question, Oui. si vous voulez. Donc, on nous demande sur quelle référence vous basez-vous pour énoncer que le syndrome des loges est une pathologie qui se traite forcément par la biomécanique? Ah, c'est excellent, c'est excellent. En fait, il y a une étude de Jebal qui est une étude qui avait été faite sur des gens qui avaient, alors je parle bien du syndrome des loges antérieures, hein, qui avait été faite sur des gens qui étaient tous cédulés sur un agenda d'un chirurgien. Donc, il y avait 12 personnes qui étaient cédulées sur un agenda d'un chirurgien à qui on avait pris des mesures de pression intracompartimentale et pour qui on avait vraiment évalué la pertinence du syndrome des loges et la pertinence d'une intervention judicieuse et justifiée. Et vu qu'il y avait du délai pour avoir cette intervention-là, on s'est dit, on peut peut-être essayer de travailler sur la biomécanique en essayant de moins recruter notamment le tibial antérieur, en encourageant une cadence plus élevée, une pose du pied au sol plus proche d'un angle pied-sol fermé, voire plutôt médio-pied, et en diminuant aussi le déplacement vertical et le bruit que faisaient les personnes en courant. Et sur la base de ces recommandations-là, personne s'est fait opérer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très pragmatique et aussi pragmatique que ça, dans le sens où, voilà, le syndrome des loges, de la loge antérieure, elle est clairement reliée à une biomécanique non efficace et notamment sursollicitante du tibial antérieur. Il y avait d'autres questions? J'ai une autre question. Existe-t-il un outil de mesure de l'augmentation, entre parenthèses trop importante, du stress mécanique? Ah, on y arrive. Alors, on y arrive. Alors, l'unité de mesure, c'est une excellente question parce qu'on a tous envie d'avoir comment dirais-je, un outil avec des valeurs numériques et puis quelque chose d'hyper utilisable et surtout transposable à tous. Et vous allez voir qu'en fait, l'outil, c'est la quantification du stress mécanique, mais elle est tellement patient-centrée. Et il faut qu'elle soit patient-centrée qu'on peut pas faire on peut pas utiliser une échelle simple ou une formule mathématique magique. Il y en a qui ont tenté d'essayer de trouver des modélisations numériques à tout ça, notamment dans les sports collectifs. Pour autant, on n'est pas en mesure de donner des vraies formules purement mathématiques, mais je vais vous expliquer comment s'approcher de quelque chose qui soit patient-centré et efficace. Alors justement, l'efficacité clinique, j'aime bien cette citation-là parce que finalement, c'est pas parce que j'ai 36 000 outils dans mon coffre à outils que je vais forcément avoir plus d'efficacité que le jeune diplômé qui sort de l'école et qui a peut-être 1 ou 2 outils. En fait, l'efficacité clinique, elle vient pas de la taille du coffre à outils, mais elle vient vraiment du bon choix des outils pour la bonne personne et au bon moment. Et puis, bien évidemment, de sa capacité à créer une alliance thérapeutique forte, et notamment quand il va falloir expliquer la notion de quantification du stress mécanique. Alors, on a quand même des facteurs qui sont prédictifs de succès, et notamment du côté du patient, le fait que le patient soit en bonne santé, le fait que le patient pense positif, le fait qu'il soit pas trop kinésophobe, qu'il ait eu confiance en nous, qu'il ait confiance dans nos traitements, qu'il ait aussi une certaine capacité à autogérer sa douleur, tous ces facteurs-là vont être prédictifs de succès.
Et j'aime bien cette étude sur les entorses qui nous montrait qu'en fait, la facteur de prédictif de guérison d'une entorse n'était pas en lien avec le grade de cette entorse, mais était en lien avec la positive attitude des gens. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que dans cette étude sur l'entorse de la cheville, on montrait que la personne qui avait un grade 3 qui était positive avait de meilleures chances de récupérer et de récupérer plus vite que la personne qui avait un grade 1 mais qui était plutôt déprimée et plutôt très inquiète par rapport à la suite de son avenir. Puis d'un autre côté, d'un point de vue professionnel, si moi je crois en la force de mes outils, si quand j'expose la quantification du stress mécanique, j'ai une forte conviction que c'est l'outil de choix pour mon patient et que j'arrive à créer cette alliance thérapeutique forte, ben forcément, ça va être prédictif de succès professionnel. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande quel est le nom de cette étude, s'il vous plaît. Sur l'entorse de cheville? Pas de précision, je suppose. Ouais, je cherche le nom. Oui, sur l'entorse de cheville, c'est ça. Ouais, je cherche le nom dans ma tête, mais si je l'ai pas, je le remets sur le. Si ça me revient pas, je le remets sur le. Ça marche. Sur le discussion board. Mais ça va sûrement me revenir sans que je cherche. Alors, de la même façon, quand je dois faire mon choix thérapeutique, ben, je vais aussi me poser la question, parce que c'est quand même d'actualité, sur le ratio cost-effectiveness, c'est-à-dire quel est le coût de mon intervention pour quelle efficacité. Et tant qu'à faire, avoir un ratio le plus efficace possible, à moindre coût. Je vais aussi me poser des questions sur la notion de risque-bénéfice. C'est sûr qu'il y a des interventions qui ne sont pas risquées, mais est-ce qu'elles apportent quelque chose? Et inversement. Donc là, il faudra être judicieux, notamment en fonction du moment et du stade de la pathologie. Et puis, ce que je veux, c'est que mon action soit durable. Donc là, il n'y a pas de 36 solutions, il faut que j'investisse mon patient. Alors, on va voir qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes à formuler puis à encourager. Alors, c'est vrai que sur un traitement actif, on va avoir tendance à responsabiliser le patient. On va lui donner un sentiment d'auto-efficacité. On aura plutôt un effet durable. Et puis, ce qui est sympa dans l'actif, c'est qu'en plus, le patient étant étant investi dans sa thérapeutique, on va aussi bonifier l'effet placebo. Je vous dis pas qu'on va tout faire avec le placebo, mais on va bien évidemment le bonifier. Donc, on va plutôt aller vers des choix thérapeutiques de responsabilisation et d'augmentation du sentiment d'auto-efficacité du patient. Donc, globalement, on va rester KISS. KISS, c'est quoi? C'est Keep it simple and stupid. Ça veut dire que 90% de mon action va se retrouver basée autour de l'utilisation de choses extrêmement simples. Et donc, notamment, dans la prise en charge des pathologies du coureur à pied, ça va être la notion de quantification du stress mécanique de façon à pallier à ces 80% de pathologies en lien avec des erreurs d'entraînement ou un mauvais dosage. Alors, longtemps, on a été dans un mode de protection. Et la chaussure, quand elle est née dans les années 80 avec de la technologie, elle était faite avec plein de bonnes intentions. C'est-à-dire, on s'est dit, en protégeant le pied, on va protéger le squelette et les gens vont pouvoir courir plus avec moins de contraintes. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en protégeant le pied, on ne protégeait que le pied, mais par contre que ça se vendait. Donc, on a continué à proposer toujours plus de technologies. Donc, on a été longtemps dans un mode de protection et dans certains cas, je vous avoue qu'avoir un peu de protection, ça vaut le coup. Jamais je prendrai la place de ce gardien sans l'attirail qui va avec. D'ailleurs, je pense que même avec, je ne la prendrai pas. Dans certains cas, l'immobilisation est nécessaire. Mais même en post-chirurgie, même en post-traumatique, vous avez sûrement vu que la tendance actuelle, c'est de limiter le temps d'immobilisation et limiter le temps de protection au service justement de l'encouragement de la mise en charge assez rapide et assez graduelle. La conférence du consensus sur les lombalgies, c'est 98. Il y en a peut-être qui n'étaient même pas nés à cette époque-là. Et en 98, on se disait la pire des choses à faire pour un lombalgie, c'est de le mettre au repos et de lui mettre une ceinture. Ça met un petit peu de temps quand même à arriver dans
j'allais dire dans l'inconscient collectif, mais aujourd'hui, on sait haut et fort qu'on ne va pas traiter une lombalgie en mettant une ceinture. On va déconditionner un petit peu plus la personne, mais on ne va pas la traiter. De la même façon, on ne traitera pas une épicondylalgie en mettant un brassard épicondylien. Donc tout ça, c'est des modes de protection, au même titre que la chaussure, qui, à défaut d'encourager la résolution d'un problème, fait finalement la place au déconditionnement, à l'affaiblissement. Alors, on pourrait aller un petit peu plus loin. Alors, si on avait du temps, on pourrait aussi parler du soutien-gorge. Est-ce que c'est une modalité de protection? Est-ce que c'est une modalité d'adaptation? Il y a un chercheur qui s'appelle le docteur Rouillon qui a fait pas mal d'études dessus, et notamment, je vous invite à aller sur le blog de la clinique du coureur si vous voulez en savoir plus. C'est un chercheur français qui a montré qu'on serait peut-être aussi quand même dans une modalité de protection, que ça vaudrait peut-être le coup de diminuer un petit peu la rigueur des soutiens-gorge. De la même façon, l'oreiller ergonomique, est-ce que les gens qui dorment avec un oreiller ergonomique ont moins d'arthrose que les autres? Il y a des millions de personnes sur la planète qui vivent, j'allais dire, et qui dorment sans oreiller et qui n'ont pas plus d'arthrose que les gens qui se surprotègent. Donc là encore, on est dans des modalités de protection. Le fauteuil ergonomique, aujourd'hui, on est quand même dans une mouvance un petit peu différente. Pendant un temps, on cherchait à faire des fauteuils qui faisaient en sorte que vous étiez moulé dans le fauteuil et finalement vous bougiez plus, mais vous vous affaiblissiez. Puis aujourd'hui, on est plus dans l'encouragement de l'adaptation. Et l'encouragement de l'adaptation, c'est la stimulation. Être plutôt assis sur quelque chose qui vous fait bouger, qui vous invite au mouvement, qui vous invite au changement de position. Il y a des gens comme Greg Lehman qui ont tendance à vraiment développer ces notions-là, et on dit, quand vous lui posez la question, qu'est-ce qu'est la meilleure position assise? Ils disent, c'est la prochaine, dans le sens où c'est le fait de bouger et de changer régulièrement. Alors bien évidemment, si vous mettez un socle qui permet de bouger, enfin si vous mettez une structure qui vous encourage au mouvement, mettez pas un socle en dessous, parce que sinon c'est un peu réduire ce que vous venez de mettre au-dessus. Donc voilà. Je vous présente Jean-François Esculier. Jean-François Esculier, c'est Monsieur Science de la clinique du coureur. Il a fait un doctorat sur le syndrome fémoro-patellaire et un postdoc sur l'arthrose du genou et la course à pied. Et lui a écrit sa thèse de doctorat en étant capable de faire des Skype en short, parce que finalement, il marchait environ un demi-marathon par jour en écrivant sa thèse de doctorat. En effet, on n'a jamais vu quelqu'un qui, à force de faire de la muscu, perdait du muscle. Le fait de faire du mouvement, le fait de faire du renforcement crée des adaptations et crée du muscle. La protection tissulaire, elle reposait sur un modèle qui aurait été un modèle mécanique, c'est-à-dire je nais avec un capital, un muscle, tendon, cartilage, et il faut que je le protège, parce que si je l'use de trop ou si je m'en sers de trop, je vais devoir avoir une prothèse de hanche ou une prothèse de genou beaucoup plus précocement. Donc le stress mécanique, dans ce modèle mécanique-là, apporte de la dégénérescence. Le problème, c'est que le corps humain, je vous ai dit, il n'est pas fait selon un modèle mécanique, il est fait selon un modèle biologique, et sûrement heureusement pour nous. Et dans ce cas-là, le stress, il ne crée pas de la dégénérescence, il crée de l'adaptation. C'est-à-dire les contraintes auxquelles je vais exposer mon squelette va encourager des phénomènes adaptatifs. Alors moi, quand je suis sortie de l'école, donc c'était le siècle précédent, n'est-ce pas, je connaissais la loi de Wolff qui disait que l'os s'adaptait en fonction des contraintes auxquelles il était exposé. Mais aujourd'hui, au-delà de l'os, on sait aussi que le cartilage s'adapte, que le muscle, le tendon, les structures périarticulaires s'adaptent, et notamment aux contraintes de type course à pied ou contraintes de type load, charge mécanique. Pour vous donner une petite idée du cartilage, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'était pas acquis et qui est encore assez nébuleux pour certaines personnes, et en tout cas pour le grand public. Le cartilage, certes, il s'adapte beaucoup moins vite que l'os ou beaucoup moins vite que le muscle et que le tendon, mais il s'adapte au stress mécanique. Il faut savoir que les coureurs ont des cartilages plus épais que les non-coureurs, qu'il n'y a pas plus d'arthrose chez les coureurs, que la course a un effet protecteur sur le long terme. Qu'il y a moins de PTH chez les coureurs que chez les non-coureurs, et que même chez les personnes les plus âgées, avec ou sans arthrose, le fait de faire de l'activité physique va créer des adaptations. Ça ne veut pas dire que le fait de courir ou de faire une activité physique va faire repousser le cartilage, mais ça veut dire que le fait de faire une activité physique va créer des adaptations qui vont permettre un meilleur environnement articulaire, un meilleur environnement périarticulaire, mais aussi une augmentation des qualités de résistance du cartilage qui reste.
Alors, il y a quelques limites à tout ça. Il y a cependant quand même beaucoup plus d'arthrose et des limites à l'adaptation, notamment dans les sports avec des contacts avec des risques de traumatisme. Quelqu'un qui a eu une rupture des croisés va être plus à risque de faire de l'arthrose du genou que quelqu'un qui n'en a pas eu. Et puis, la pratique du sport de très haut niveau, tout simplement parce que c'est pas du sport santé. Ça se saurait si c'était du sport santé. Et que certaines fois, on fait des interventions médicales en lien avec la pratique du sport de haut niveau, qui est délétère pour la course, pour l'articulation. Alors, quand je disais que le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand de sa capacité d'adaptation, on peut modéliser ça selon un graphique. En effet, chacun a sa ligne rouge, c'est-à-dire sa capacité maximum à subir de la contrainte. Elle peut être très élevée chez certains ou très basse chez les sédentaires. En tout cas, que je sois sédentaire, si je dépasse ma ligne rouge, mon corps va me le dire. Si je suis marathonien, bien évidemment, elle va être beaucoup plus haute, ma ligne rouge, mais de la même façon, si je la dépasse, elle va me le dire. C'est juste que l'un, ce sera au bout de 30 minutes de marche, et l'autre, ce sera au bout de 40 km de course s'il n'est pas suffisamment préparé. À ces deux personnes, je vais dire la même chose. C'est sûr que tu as besoin de te reposer juste après avoir dépassé ta ligne rouge. Mais si tu te reposes sur le long terme, la pire des choses à faire, c'est de rien faire parce que l'ensemble des contraintes vont se désadapter avec une absence de sollicitation. Par contre, si tu te réexposes trop vite, trop fort, trop tôt à de la contrainte, tu vas redépasser encore ta ligne rouge. Celle-ci va rediminuer en termes de capacité. Et si tu la redépasses trop tôt, elle va rediminuer encore un petit peu. Et c'est ainsi qu'on va faire le siège de la désadaptation, de la mésadaptation, avec finalement une pathologie chronique où il en faut de moins en moins pour créer de la douleur. Tout l'enjeu, ça va être de solliciter le tissu avec en ligne de mire le fait d'être au-dessus de la ligne verte qui est la ligne minimum pour créer des adaptations, mais en dessous de cette ligne rouge pour ne pas venir la dépasser et venir léser le tissu. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais la ligne rouge, comment je sais où elle est? En fait, pour savoir où elle est, c'est pour ça qu'on ne peut pas modéliser numériquement ces formules-là. Pour savoir où elle est, il faut aller flirter avec. Il faut aller essayer de la titiller et puis la dépasser une fois, c'est pas la catastrophe. Ça nous permet au moins de savoir où elle est et après, on va réajuster le programme d'entraînement. Alors, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que le stress mécanique, il va être apporté par différents agents, que ce soit sport, travail, vie quotidienne, et que les activités vont pas avoir tous le même niveau de stress sur les différentes structures. C'est-à-dire que quand je nage, j'ai pas de stress sur mon tendon d'Achille. Mais quand je fais de la pliométrie, j'ai énormément de stress sur mon tendon d'Achille. Donc, quand je vais reprendre à contraindre un tendon d'Achille, je vais pas commencer d'emblée par de la pliométrie. Par contre, si je vais pas à la pliométrie, j'aurais pas fini ma rééducation, fini mon adaptation en tout cas. Donc en fait, il faudra trouver un bon dosage entre ne pas dépasser sa ligne rouge parce que sinon mon corps me le dit, j'ai une douleur pendant, j'ai une douleur qui reste après, je peux avoir une petite raideur matinale, un petit gonflement, mais que je sois au-dessus de ma ligne verte pour en permanence créer des adaptations. Et donc à mon patient, je vais lui donner comme ça des marches d'escalier qui petit à petit vont venir repousser ses limites graduellement. Alors, bien évidemment, il faudra prendre en considération que la ligne rouge, elle peut aussi bouger d'une journée sur l'autre en fonction de est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que je suis préoccupée, est-ce que j'ai bien mangé, etc. L'autre chose, c'est qu'il va falloir la personnaliser en fonction du type de patient. Si j'ai un patient qui est un peu chochotte, je vais lui dire, allez, tu as le droit d'aller jusqu'à un 2 sur 10 quand t'es pour créer des adaptations. Si j'ai un patient qui est un petit peu précautionneux, au contraire, qui est un petit peu trop dur ou mal, pardon, lui, je vais lui dire, tu ne dépasses pas le 2. En fonction du stade de la pathologie. En aigu, ce sera 0 douleur. En chronique, j'ai jamais vu un tendon d'Achille qui allait mieux si on tapait pas un peu dedans. Et puis, bien évidemment, en fonction de la pathologie, pour des pathologies de coureur, par exemple, un syndrome de la bandelette iliotibiale, ce sera 0 douleur. Alors qu'une tendinopathie d'Achille, il faudra que j'aille produire un petit peu de douleur. Une tendinopathie patellaire aussi. Une fasciite plantaire, le baromètre, pour savoir si j'ai dépassé ou pas la ligne rouge, ce sera qu'est-ce qu'il en est du lendemain matin. Combien de pas j'ai besoin pour me mettre en route le lendemain matin. Et sur la base qu'il n'y a pas plus de pas nécessaires le lendemain matin, à ce moment-là,
je pourrais continuer à augmenter graduellement ma contrainte. L'arthrose du genou, par exemple, mon baromètre, ce sera vraisemblablement la synovite réactionnelle. Je l'apprendrai à monitorer si le patient, s'il a un œdème intra-articulaire ou pas. Donc, la quantification du stress mécanique, elle va répondre à la prise en charge des pathologies musculo-squelettiques, mais au-delà du coureur à pied, de l'ensemble des pathologies musculo-squelettiques, en permettant un bon dosage, le patient va connaître son baromètre, elle va pouvoir savoir et prendre la décision si la séance qu'il vient de faire, elle était à bon escient ou peut-être un petit peu trop forte, auquel cas il prend 1 ou 2 journées de repos et il se réexpose graduellement. Donc, on va pouvoir l'utiliser dans les conditions aiguës, mais dans les conditions chroniques aussi, et tous les gens qui traitent des pathologies chroniques, vous pouvez y voir un outil intéressant pour la réexposition graduelle. Il pourra avoir la quantification comme ça pourra être intéressante aussi, notamment dans les commotions cérébrales. Aujourd'hui, on sait que il faut réexposer les gens graduellement au stress cognitif. En leur faisant faire des tâches d'abord différenciées, puis des multitâches pour revenir restresser leur cerveau et en post-commotion. Et puis, si jamais vous avez affaire à des patients qui ont eu ce qu'on appelle un burn-out de leur physiologie, c'est-à-dire un syndrome de surentraînement, une bonne quantification du stress physiologique pourra leur garantir une reprise sécurisée et surtout une aide à la retolérance de l'activité physiologique. Donc, bien évidemment, les adaptations tissulaires, il faudra bien doser, mais on va aussi avoir des facteurs pro-adaptatifs et des facteurs contre-adaptatifs. Dans les facteurs pro-adaptatifs, le fait d'être en bonne santé, le fait de penser positif, le fait de faire du cardio, de bien dormir, va faire la promotion de meilleures adaptations des tissus. Inversement, le fait de prendre des anti-inflammatoires, le fait d'être dépressif, de fumer, de vieillir, mais ça on n'y peut pas grand-chose, de pas bien manger, vont être contre-productifs quant au fait d'encourager les adaptations. Et donc là, faudra aussi faire attention que dans notre bonne gradation et dans notre bonne réalisation de marche d'escalier pour exposer graduellement le patient, il faudra s'assurer que à côté de ça, il dort correctement, il mange correctement, il prend pas trop d'anti-inflammatoires, il fume pas trop, etc. Donc vraiment, moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ce schéma-là, c'est de vous entraîner à l'expliquer aux patients. Il faut vraiment qu'ils comprennent que c'est la clé de son traitement. Il y a des petites vidéos pour vous aider, que ce soit sur le canal YouTube de la clinique, que ce soit sur la page Instagram d'un cabinet qui s'appelle Kinéboessi, qui ont traduit cette vidéo en français. Il y a aussi la page Facebook du groupe Piriform qui a traduit la vidéo en français qui a été faite par Kevin Maggs sur load et capacité, la notion de charge et de contenant, qui sont tout autant des outils qui peuvent être utilisés d'un point de vue pédagogique pour donner aux patients, pour vraiment qu'ils comprennent que la clé dans les pathologies musculo-squelettiques et la clé dans la prévention et le traitement des pathologies du corps à pied, c'est le dosage, c'est la bonne dose au bon moment sur le bon tissu. Donc, bien penser la gestion du baromètre, la notion de la ligne rouge, et puis vraiment de se dire qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à vouloir chercher la pilule magique, le toucher magique, la réponse à la pathologie en un one-shot. Moi, j'adore cette citation-là qui dit qu'il n'y a pas un médicament en usage et en préparation qui renferme autant de promesses de santé qu'un programme d'activité physique soutenue, mais il va falloir bien évidemment le doser aussi. Voilà, écoutez, moi je vous ai expliqué mon secret qui ne m'appartient pas, mais avec lequel je travaille tous les jours, et puis avec lequel je pense on a vraiment beaucoup d'atouts et beaucoup d'arguments pour traiter les patients de façon efficace. Alors je suis encore à vous quelques petits instants si vous avez des questions. Merci beaucoup. En effet, on a quelques questions. L'invitation. J'en ai une. Donnez-vous les marqueurs douleur chez tous les patients coureurs à pied. Y a-t-il des patients sur lesquels vous évitez de parler de la douleur pour éviter une hypervigilance?
Ouais, c'est une excellente question, d'autant on est très sensibilisé à ça aujourd'hui. Les mots qui blessent et les mots qui soignent. Alors, si j'ai un coureur qui est pas blessé, alors il n'y a pas à tortiller, hein. La course à pied, c'est quand même un sport un peu. J'avais un collègue, Flavio Bonnet, qui avait écrit un blog qui était la course à pied, c'est un sport de masochiste, mais c'est un peu ça, hein, c'est la perception de l'inconfort. Alors peut-être qu'on va parler d'inconfort plutôt que de douleur, mais c'est la perception d'inconfort qui va faire qu'on va progresser et qu'on va pouvoir doser. Donc quelque part, oui quand même. Je vais quand même parler de limites, je vais quand même parler de douleur. Maintenant, en fonction, si c'est un patient pour lequel je sens une hypervigilance par rapport à cette notion-là, on va utiliser d'autres mots. On va essayer de se focaliser sur d'autres baromètres, sur le nombre de pas, si c'est en fonction si les pathologiques, sur le nombre de pas difficiles le matin, sur la synovite réactionnelle, sur la capacité à descendre les escaliers, à rester en appui unipodal, etc. Peut-être plus que sur une codification de la douleur entre 0 et 10. Ok, et j'ai une autre question. Chez un patient avec des douleurs persistantes, style fibromyalgie, peut-on accepter un peu de douleur dans les entraînements? Ben là, je pense que on n'aura pas le choix. Alors, dans la fibromyalgie, c'est clair que c'est pas mon domaine de compétence, hein, ou d'excellence, on va dire. Mais de toute façon, c'est des gens qui ont des douleurs chroniques et dont les douleurs ne sont plus en lien avec du tissu qui est potentiellement lésé ou en danger, hein. C'est aussi dans ce que j'en sais, c'est aussi une désorganisation comment dirais-je, de la construction de la douleur. Donc on peut pas faire autrement que de les faire travailler un petit peu avec de la douleur. Il va quand même falloir éviter les flare-up, donc faire en sorte quand même que ça prenne pas des proportions trop importantes. Mais oui, il faudra les faire travailler avec un petit peu d'inconfort et un petit peu de douleur. Ok, et j'en ai une dernière. Après, peut-être qu'on va s'arrêter là, puis on pourra y répondre si besoin plus tard. Donc, bonjour, merci pour votre présentation très claire. Auriez-vous les références de l'étude sur le syndrome des loges antérieures en rapport avec la bioméca et 12 patients du médecin? Diebal, D-J-E-B-A-L. Il y a un I quelque part. D-J-I-E-D-B-A-L. Ok, eh ben super. Et puis pour les autres questions, on y répondra par mail si vous voulez bien. D'accord, voilà. Très bien. On va laisser les gens retourner à leur consultation. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous, merci Florence. Et puis bon après-midi. À bientôt, merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.